Bonjour les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de 7 choses que l'école ne nous apprend pas sur l'argent et c'est bien dommage parce que c'est très important. On voit ça tout de suite ensemble. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de 7 choses que l'école ne nous apprend pas au sujet de l'argent et qui sont pourtant très importantes. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur. J'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances et les erreurs que j'ai pu faire tout au long de mon parcours afin de vous éviter de faire les mêmes et de vous faire gagner du temps. Si vous pensez que ce contenu peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Moi, j'espère en tout cas que ces trucs et astuces que j'utilise pour moi, pour améliorer ma vie professionnelle, ma santé, mais aussi ma relation aux autres et à moi-même, vont pouvoir vous aider. Sans plus tarder, on va voir ensemble 7 choses très importantes que malheureusement, on n'apprend pas au sujet de l'argent à l'école ou même qu'on apprend parfois le contraire. La première des choses, c'est qu'à l'école, on nous dit en gros, va à l'école pour que ensuite tu aies un travail et que tu sois employé. Et en gros, l'argent que tu vas faire est lié au nombre d'heures que tu travailles. Et ça, pour énormément de gens, la vie, c'est comme ça. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que de plus en plus, et je pense que la tendance va aller dans ce sens-là, de plus en plus, l'argent qu'on peut faire ne sera plus intimement relié au nombre d'heures qu'on travaille, au volume de travail que l'on peut faire, parce que ça, c'est un vestige de l'époque industrielle où il y avait les usines, les premières usines, et puis il fallait qu'elles tournent 24 heures sur 24, donc on avait une équipe qui travaillait 8 heures, une équipe qui travaillait 8 heures, une équipe qui travaillait 8 heures, il fallait que tout le monde soit là pendant 8 heures pour que les machines elles tournent et que tout fonctionne et que l'usine elle fonctionne. Aujourd'hui on n'en est plus là, et de plus en plus on le voit tout doucement avec déjà tous les freelanceurs depuis le développement de ça sur les 15-20 dernières années. En fait, l'argent est plus relié à la valeur que vous apportez. Ça peut être la valeur que vous apportez à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais ça peut être aussi la valeur que vous apportez à vos clients. Et plus cette valeur perçue est élevée, plus vous faites d'argent, tout simplement. Donc cette idée que l'argent qu'on peut faire est lié à notre temps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se sortir de la tête. Moi, j'ai eu pendant longtemps dans la tête, jusqu'à ce que je me rende compte que justement, c'est plus une histoire de valeur et quelle valeur j'apporte, que ce soit à mon employeur ou que ce soit à mes clients. Et justement, plus la valeur perçue est élevée, plus je vais faire d'argent. Deuxième chose que l'école ne nous apprend pas, c'est de venir avec nos propres réflexions. À l'école, on nous apprend peut-être un peu l'esprit critique, mais on nous apprend beaucoup à suivre, respecter les règles, faire comme tout le monde, rester dans le rang, etc. Et donc l'idée, c'est que inconsciemment de ça, on se retrouve ensuite dans la vie à faire pareil. C'est-à-dire qu'on reste dans le rang. Si tout le monde s'achète un nouvel iPhone, on se dit mais il faut que j'ai un nouvel iPhone. Si tout le monde roule avec une voiture neuve, on se dit mais il me faut une voiture neuve. Et donc on fonctionne plus par imitation pour être pareil que tout le monde et par réuniformisation que vraiment en ayant nos propres idées. Et on est en plus en train de se comparer. Est-ce que j'ai autant ou plus que la personne à côté de moi? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à l'école, à se comparer aux autres élèves et à se conformer à ce que tout le monde fait. Et bêtement, si les gens autour de vous n'ont pas les choses que vous voulez, ça ne sert à rien de faire les choses qu'ils font. Parce que si vous faites les choses qu'ils font, vous aurez les résultats qu'ils ont. Et donc la question, c'est de se dire, si les gens autour de vous n'ont pas la vie que vous voulez, c'est peut-être le moment de vous dire qu'il ne faut pas faire les mêmes choses qu'eux, et c'est comme ça que vous aurez une vie différente. Donc développer notre propre point de vue et notre propre réflexion, et se décoller de l'uniformité et de la masse et de comment tout le monde fonctionne, ça aide beaucoup à prendre de la perspective et à pouvoir se poser la question, ok, qu'est-ce que je veux faire avec ma vie, qu'est-ce qui me plaît vraiment, de quoi j'ai vraiment besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce tout dernier iPhone, même si tout le monde a l'air d'avoir un tout nouvel iPhone.
Moi, déjà depuis tout gamin, je m'en fiche un peu de ce que les gens font. Je veux faire mon truc à moi. Je me suis toujours dit, je ne veux pas une vie comme tout le monde, je veux une vie différente. J'étais DJ international pendant 20 ans. Donc déjà, une vie pas mal différente. Maintenant, je suis entrepreneur. C'est un peu plus quelque chose de commun. Mais je veux partager et aider et être au service des gens. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et voilà, c'est pas tout le monde qui est dans ce cas-là, et c'est pas pour me dire ah je suis différent, je suis meilleur ou quoi que ce soit, mais j'ai fait mes propres décisions et il y a des choses que j'ai vues chez des gens autour de moi, chez des vieux amis, etc., où je me suis rendu compte qu'ils répétaient les mêmes comportements et que ça les amenait bien là où ils sont, et donc je me suis dit ok, donc si je fais ce type de comportement, je vais arriver au même endroit, j'ai pas forcément envie d'être au même endroit. Donc il faut que je fasse quelque chose de différent, il faut que je vienne avec de nouvelles idées, il faut que je vienne avec mon propre point de vue. Troisième chose que l'école ne nous apprend pas au sujet de l'argent, c'est de faire un budget. Et c'est plutôt dingue parce que dans la vie professionnelle, les sociétés, elles sont pour la plupart, à part si vous êtes en micro-entreprise, mais sinon on est obligé d'avoir un comptable. On est obligé d'avoir un comptable. On est obligé de faire un budget, de savoir ce qui se passe avec l'argent, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, etc. Et ça paraît totalement normal pour une société, ça ne vous étonne pas qu'une société ait un comptable, mais par contre en personnel, ça nous étonne toujours. Et donc la plupart des gens vivent un peu comme ça rentre, ça sort, ok, ce mois-ci c'est un peu difficile, le mois prochain ça ira mieux. Et on a limite l'idée que de faire son budget, en fait c'est de se limiter. Et en fait, pas du tout. De faire un budget, c'est plus de se donner la liberté de prendre des décisions et des décisions informées. Parce que si vous êtes comme ça, genre ok, à la fin du mois, je crois qu'il me reste 150 €, alors je peux mettre ces 150 € là en investissement sur des actions. Et puis voilà, vous n'allez peut-être pas bien y arriver. Alors que si vous faites un budget, vous vous rendez compte, ah ok, en fait, il me reste temps et temps. Qu'est-ce que je veux faire avec ces temps et temps? Ça vous permet d'avoir la liberté de choisir ce que vous voulez faire avec votre argent. Ça vous permet d'être plus conscient avec comment vous employez votre argent. Ça vous permet de couper drastiquement sur les choses que vous ne voulez pas faire et les dépenses qui sont vraiment inutiles. Ça permet de les identifier. Il y a des fois des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont encore des abonnements à la salle. Ça fait 2 ans qu'ils n'y vont plus. Et tout ce genre de choses, eh bien, ça n'est pas enseigné à l'école et c'est vraiment dommage parce que, comme je le disais, faire un budget, c'est se donner la liberté de pouvoir faire des décisions avec son argent en toute connaissance de cause, des décisions informées. Et donc, si on a un objectif, c'est de, par exemple, mettre de côté pour avoir une épargne de précaution ou alors de mettre de côté pour pouvoir avoir un apport, pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir loger sa famille, eh bien, de faire un budget, c'est vraiment quelque chose qui nous apporte la liberté de pouvoir savoir en combien de temps on va pouvoir se rapprocher de notre objectif. Donc, se dire qu'un budget, c'est juste fait pour les sociétés et pas pour nous au niveau financier, c'est vraiment pas une bonne idée. Et aussi, se sortir de l'idée que faire un budget, c'est se limiter, c'est se serrer la ceinture. Non, c'est se rendre compte de ses dépenses, c'est être conscient de savoir où part notre argent, à quoi on l'emploie et qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent-là. Et je vous avoue que cette idée-là, moi je l'ai mise en place il y a 2 ans et vraiment, ma relation avec l'argent, elle en a changé parce que je suis bien plus serein, je sais où je vais, je sais que si je veux me faire plaisir, j'ai cet argent-là pour me faire plaisir. C'est vraiment, ça m'a apporté une sérénité et ça a changé ma relation à l'argent et j'ai vraiment pas l'impression de me limiter, au contraire, j'ai vraiment l'impression de plus être conscient avec mon argent, avec ce à quoi j'emploie mon argent. Quatrième chose que l'école ne nous apprend pas, et ça vient de Robert Kiyosaki et de son livre « Père riche, Père pauvre ». Je trouve ça horrible en français, c'est « Rich Dad, Poor Dad » en anglais. Où en gros, l'idée, c'est d'investir dans des actifs plutôt que de dépenser son argent dans du passif. Différence entre actif et passif, il y a un épisode là-dessus, je vous invite à aller le voir, mais grosso modo, pour que vous compreniez l'exemple, c'est un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Du passif, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent. Donc, si vous mettez de l'argent
pour acheter des actions, ou vous investissez dans un indice, ou alors vous achetez un garage ou un appartement et ça vous ramène des loyers, eh bien ça c'est un actif. Meilleur exemple du passif, c'est la voiture ou le téléphone. La voiture, vous sortez du concessionnaire, même si elle est neuve, elle a déjà perdu 5-10% de sa valeur, juste parce que vous êtes sorti de chez le concessionnaire. Et ensuite, elle vous coûte encore de l'argent, il y a l'entretien, etc. C'est du passif et elle ne gagne pas en valeur, à moins que vous ayez acheté la perle rare, une voiture de sport, une voiture de luxe. Et encore, la plupart des automobiles, il y a très très peu d'exceptions, elles perdent en valeur et elles vous coûtent de l'argent. Donc, dépenser son argent d'abord, surtout en début de vie, et ça moi je ne l'ai pas fait, dans de l'actif plutôt que de le dépenser dans du passif. Moi, quand j'avais de l'argent, à l'époque quand j'étais DJ, au lieu de me mettre ça dans le S&P 500, eh ben, je m'achetais un nouveau synthétiseur qui ne m'était pas vraiment utile et qui ne changeait pas complètement la musique que je faisais. C'était pour me faire plaisir. Et c'était du passif. Alors après, je m'en suis pas mal sorti parce que j'ai fait des bonnes affaires et il y a même des synthétiseurs que j'ai pu revendre plus cher que je ne les ai achetés, mais ça restait du passif, ça ne m'a pas rapporté d'argent, c'est pas de l'argent qui a travaillé pour moi. Et donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière, c'est de faire travailler l'argent pour nous plutôt que de travailler pour faire de l'argent. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout travailler pour faire de l'argent, hein, et on en a besoin, mais justement le plus tôt possible dans notre vie, eh bien investir dans de l'actif, eh bien ça nous permet d'avoir une partie de notre argent qui travaille pour nous. Et sur le long terme, c'est comme ça qu'on est gagnant et qu'on peut justement se dégager une indépendance financière, qu'elle soit complète ou pas. Ça peut être juste un à côté pour la retraite, pour pouvoir faire plaisir aux petits-enfants et pouvoir voyager. Peu importe. Mais voilà, première des choses à faire avec son argent, avant d'acheter un nouvel iPhone ou une nouvelle voiture, ou même une voiture d'occasion, ou un iPhone d'occasion, si votre voiture elle roule et que votre téléphone il fonctionne, eh bien, c'est d'investir dans de l'actif. Cinquième idée que l'école nous enseigne, c'est que voilà, on va travailler pendant 40 ans de notre vie et de la même façon que l'école, pour la plupart d'entre nous, on n'était pas genre waouh. Alors moi j'étais très content enfant d'aller à l'école parce que j'allais voir mes potes. En plus l'école c'était facile pour moi, j'étais fort en classe. Donc j'avais pas le stress, les devoirs, les profs ils vont mal me parler, etc. Donc pour moi l'école c'était vraiment cool. Mais pour beaucoup de gens l'école, quand on est enfant, on est là, on préférerait aller faire les cons avec les potes plutôt qu'aller à l'école. Et on transcrit ça un peu dans notre vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on va faire un boulot qui nous plaît pas vraiment. Et alors autant la génération de nos grands-parents, on travaillait ce qu'on trouvait, encore à cette époque-là. La génération de nos parents, il a commencé à avoir un peu plus cette liberté dans ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, vraiment, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui sont misérables dans leur vie professionnelle. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a plein d'opportunités. Et c'est comme s'il y avait deux pôles, c'est-à-dire que soit j'aime ce que je fais, mais je ne vais pas faire beaucoup d'argent, par exemple un métier passion, soit je vais faire un truc que je déteste, mais j'ai gagné beaucoup d'argent. Et je pense à un ami à moi qui était banquier d'investissement toute sa vie, aujourd'hui il est à la retraite, et qui détestait toute sa vie ce qu'il a fait. Par contre, il a fait de l'argent, mais à la fin, il n'en pouvait plus, il était misérable. Et est-ce qu'on veut vraiment être dans ce cas-là et passer notre vie à faire ça ? Il faut se poser la question et donc d'essayer de trouver un équilibre là-dedans. Ça peut être super parce que ça nous permet justement d'avoir une vie qui a un peu plus de sens et avec laquelle on est plus en accord et plus aligné avec ce qu'on veut faire. Sixième chose que l'école ne nous apprend pas sur l'argent, c'est comment déclarer nos impôts et comment économiser sur nos taxes. La première fois que vous voyez votre déclaration d'impôt, c'est la première fois que vous déclarez vos impôts. On ne vous prépare jamais à ça. Et on ne vous explique pas ce que c'est déduction, réduction et crédit d'impôt. Et comment en profiter. Alors, c'est pas bien compliqué. Et une fois de plus, si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne, il y a un épisode sur comment fonctionne la fiscalité en perso. Donc, je vous invite à aller le voir. Mais voilà, on ne nous apprend pas, alors bien sûr c'est le système qui nous apprendrait à essayer de gagner de l'argent sur le système, ce serait un peu contre-intuitif, mais en même temps pourquoi pas, s'il y a des choses qui sont mises en place, pourquoi on ne les enseigne pas? Je pose la question.
Mais voilà, de se dire, il y a des choses dont on peut profiter pour payer moins d'impôts. Et mon but, je ne suis pas contre l'impôt. C'est juste de me dire, s'il y a des choses qui sont mises en place pour payer moins d'impôts, eh bien c'est plus d'argent pour moi, pour alimenter mes rêves, mes projets, pour faire plaisir à mes enfants, à mes petits-enfants, etc. Et au-delà de ça, donc ça c'est plus pour l'imposition perso, mais on ne nous apprend pas à l'école comment fonctionne l'imposition sur les sociétés, qui est souvent plus intéressante que l'imposition en perso, parce qu'une société, eh bien, on peut enlever énormément de charges déductibles pour réduire son résultat, et ce résultat fiscal, c'est lui qui va être imposé. C'est un peu comme si en perso, vous disiez « Ok, alors j'ai besoin d'un toit, et j'ai besoin de remplir mon frigo pour pouvoir vivre et aller travailler et gagner de l'argent et être productif. » Et donc, ça veut dire que vous pourriez peut-être enlever votre loyer, enlever les courses pour remplir le frigo. Et alors, il y a les charges réelles, bien sûr, pour certaines personnes, mais ça n'a rien à voir avec une société. Une société, elle peut enlever son loyer en charge déductible. Elle peut enlever ses dépenses de fonctionnement. En perso, on ne peut pas le faire. Et après, il y a même une fiscalité encore plus intéressante, c'est quand on investit. Au travers, par exemple, de l'assurance vie, on peut investir dans les marchés financiers et, si on fait bien son montage, après 8 ans, faire des rachats de son assurance vie, net de fiscalité, si on reste dans les quotas des abattements. Pareil, même pour la transmission. Et de la même façon, quand on investit dans l'immobilier, eh bien, suivant les montages avec une holding ou alors avec une SCI, eh bien, on peut justement arriver à générer du déficit pour ne pas payer d'impôts. Donc, l'école ne nous apprend pas ces systèmes-là, c'est pas non plus sorcier, et si on veut gagner un petit peu d'argent sur nos impôts, eh bien, il faut aller trouver un conseil, un avocat fiscaliste ou un conseil en création et gestion de patrimoine qui peut nous aider à justement optimiser notre fiscalité, mais ce n'est pas quelque chose que l'école nous apprend et encore moins qui nous dit que c'est possible. C'est quand même bien dommage. Au passage, si ce sont des choses qui vous intéressent, je vous invite à aller voir l'épisode sur la fiscalité en société, savoir comment ça fonctionne, ainsi que l'épisode peut-être sur le fonctionnement de la SCI, si vous voulez investir dans l'immobilier. Et naturellement, pour finir, le montage de la holding qui peut être vraiment un super montage en termes d'optimisation fiscale. Après, sachez que si vous montez une holding juste dans le but de faire de l'optimisation fiscale, l'administration fiscale voit ça d'un très mauvais œil. Donc il faut aussi qu'il y ait une réalité en termes de société, que le montage se justifie pas seulement par de l'optimisation fiscale. Donc voilà, gagner un petit peu d'argent sur ces impôts, c'est plutôt pas mal. Ce serait bien qu'on puisse l'apprendre. Pour finir, la 7e chose que l'école ne nous apprend pas, eh bien, c'est d'investir. Et c'est l'importance de l'investissement et de comment fonctionne la mécanique des intérêts composés. Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, c'est un principe fondamental de l'investissement. Je vous invite à aller consulter l'épisode là-dessus. Mais bêtement, l'idée, c'est que si vous investissez, admettons, 1000 € à 10%, eh bien, la première année, vous avez 1000 €, et puis au bout de la première année, vous gagnez vos 10%, vous avez 1100 €. Donc vous pouvez vous dire, bon, je récupère les 100 €, je laisse les 1000 €, l'année d'après, 10%, vous récupérez 100 €. Donc si vous faites ça comme ça, eh bien, au bout de 30 ans, vous aurez récupéré 100 € 30 fois, donc 3000 €, et vous aurez toujours votre capital de départ, 1000 €, ce qui fait 4000 € au total. La mécanique des intérêts composés, c'est là où ça devient intéressant. C'est que la première année, il ne se passe rien. Au bout de la première année, vous avez donc 1100 €. Mais l'année d'après, les intérêts se calculent non pas sur votre capital de départ, mais sur ces 1100 €. Donc vous avez 10% de 1100 €, ça fait 110 €, donc vous avez 1210 €. Et l'année d'après, ça continue, ça se calcule sur 1210 €. Et en fait, il y a un effet de boule de neige qui fait que si on prend la même période, sur 30 ans, vous n'avez pas 4000 €, mais vous avez plus de 17 000 €. Et c'est cet effet de boule de neige qui justement fait que les intérêts se générant sur plus d'intérêts d'année en année, fait que c'est un moyen d'enrichissement
qui est formidable et qui n'est une fois de plus pas enseigné à l'école, et encore moins comment investir, comment fonctionnent les principaux véhicules d'investissement. C'est vraiment dommage parce que c'est pas non plus sorcier. Et aujourd'hui, on vous présente ça comme si c'était vraiment quelque chose, une science obscure. Et malheureusement, ça refroidit pas mal de monde de se dire « Ah, investir dans les marchés financiers, mais la bourse, c'est les gens qui jouent avec l'argent, et la crise de 2008, etc. » Et s'il y avait un petit peu plus d'éducation financière, eh bien, les gens pourraient prendre un peu plus leur destin financier et leurs finances personnelles en main et pourraient justement développer plus facilement leur indépendance financière. Donc voilà les amis, laissez-moi savoir laquelle des choses vous aviez apprises par vous-même. S'il y a des choses peut-être que j'ai oubliées. Après, cette vidéo, c'était pas pour dire que l'école est mauvaise en France, pas du tout. C'est pas ça le but, hein. Mes deux parents étaient dans l'éducation nationale, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. C'est pas de leur faute, c'est plus à ceux qui font les programmes qu'on pourrait peut-être glisser l'idée d'introduire l'éducation financière au programme, peut-être dès le collège, parce qu'une fois de plus, c'est pas quelque chose de sorcier. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ces idées vont pouvoir vous aider à prendre votre destin et votre indépendance financière en main. Si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager, c'est comme ça qu'on pourra toucher et aider un maximum de monde. Naturellement, si vous voulez être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié, appuyez sur la cloche, inscrivez-vous. Ça me fera plaisir. Vous pouvez mettre un petit like également. Si vous avez une question, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie naturellement pour votre attention et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.